au congrès de pédiatrie. Alors on m'a demandé de faire une mise au point sur une actualisation sur la vaccination anti-HPV qui est actuellement intégrée dans les vaccinations scolaires dans certains pays depuis environ une douzaine d'années. Alors, juste pour savoir de quoi on parle, je vais faire un petit rappel sur les HPV, mais ça va être un rappel assez rapide. Alors, est-ce que ça marche? La flèche, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. لا ما خداماش دايما. بقى ندوز بوحده بوحده. C'est bon? D'accord, merci. Alors, juste pour le rappel des HPV, il y a environ 120-140 génotypes. Ceux qui nous intéressent, ça va être une quinzaine de génotypes oncogènes, plus deux qui ne sont pas oncogènes, mais qui donnent quasiment l'écrasante majorité des condylomes qu'on voit chez les hommes, chez les femmes et parfois chez les adolescents également. Le contact, toujours, est un contact direct. Bien sûr, il y a un type de contact qui vous intéresse, vous, c'est le contact vertical mère-enfant. Ces virus vont donner essentiellement des lésions condylomateuses, mais également des lésions dysplasiques qui vont évoluer vers les lésions néoplasiques dont on va reparler. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les infections HPV sont des infections à évolution lente, je dirais heureusement, parce qu'on a le temps de voir venir les choses, mais également imprévisibles. Alors, il y a une diapositive qui va résumer globalement la situation ou l'évolution lente et imprévisible de ces infections HPV. C'est le contact initial qui va être là et qui va évoluer de deux façons. Soit c'est une évolution vers on va clairer, on va cleaner le portage viral, on va s'en débarrasser totalement, soit après une évolution vers une petite dysplasie légère, ce qu'on appelle un CIN1, et après également on se débarrasse du virus, soit l'évolution va se faire vers une dysplasie de bas grade, de haut grade, et le cancer du col. Je parle également du cancer du col également, mais on peut transphaser ou transposer à d'autres cancers. Et vous voyez que l'évolution entre l'infection primaire et l'infection et le cancer du col peut prendre 10 à 15 ans. C'est-à-dire qu'une femme qui fait un cancer du col, elle a perdu 10 à 15 ans de dépistage pour arriver à ce stade-là. On aurait pu agir là, on aurait pu agir là, mais quand elle consulte pour des saignements ou un truc comme ça, c'est généralement à ce stade-là et elle a perdu déjà toutes ses chances. Voilà. Alors, quels sont les virus qui nous intéressent le plus? Pour les condylomes, je dirais banals, qu'on voit tous les jours, c'est le 6 et le 11. C'est globalement 90% des condylomes. Ce ne sont pas des cancers, ce sont des lésions bénignes qu'on peut retrouver au niveau de la sphère ORL, sphère génitale, sphère anogénitale, etc. Ceux qui nous font le plus peur, je dirais, c'est le 16 et le 18. Pourquoi le 16 et le 18? Parce qu'ils sont à l'origine de 80% des cancers du col. Et les autres oncogènes, ceux-là, le 31, le 33, etc., représentent les 20% des les autres groupes d'HPV qui vont donner les 20% des autres cancers du col. Le 16 et le 18 sont également responsables des cancers du col, mais également de la vulve et de larynx. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le dispatching par spécialité des cancers liés à l'HPV, le premier, c'est le cancer du col, mais le deuxième, ce n'est pas le cancer de la vulve du vagin, c'est le cancer de la bouche. Le troisième cancer lié à l'HPV, c'est le larynx. Ce n'est pas le vagin, ce n'est pas la vulve, ce n'est pas le pénis, ce n'est pas l'anus. Alors, c'est des fausses idées qu'on se fait de dire c'est un virus qui est lié à la sphère génitale. Ce n'est pas vrai. D'autres sphères sont également intéressées. Alors, par la suite, juste un passage rapide pour ce qui est de la réalité marocaine, c'est le deuxième cancer de la femme.
En Europe, en France, je pense que c'est le 12e, en Australie le 17e, au Canada le 16e. Il n'y a pas de campagne de dépistage de masse malheureusement, et environ 2500 décès par an. Alors, on va se poser la question, puis on va reposer cette question dans la discussion si vous voulez plus tard. Alors, au Maroc, est-ce qu'on a intérêt à faire un vaccin, un dépistage, les deux? On en reparlera. Alors, juste pour... Lorsqu'on parle de vaccin, on se pose toujours des questions, mais pourquoi vacciner? Qui vacciner? Si on vaccine quoi comme produit? À quel âge? Selon quel protocole? Est-ce que c'est vraiment un vaccin efficace? Est-ce qu'il a des effets indésirables qui font qu'il faut l'éviter? La durée d'action, elle est de 5 ans, de 10 ans. Est-ce qu'il faut faire un booster, un rappel? Quand est-ce qu'il est actif? Combien de mois après les injections? Tout ça, c'est des questions. Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre les unes après les autres. Alors, juste le pourquoi, il y a des chiffres qui vont parler d'eux-mêmes. Cancer du poumon, tabac, dans 80% des cas. Le foie, l'hépatite B, dans 60% des cas. Bouche, œsophage, alcool, tabagisme, dans 30 à 60% des cas. Le cancer du col, HPV, dans 99,7% des cas. Les 0,3% des cancers du col qui ne sont pas induits par le HPV, ben c'est des sarcomes, c'est des lymphomes, c'est des tumeurs extrêmement rares qu'on voit une fois ou peut-être jamais dans sa carrière de gynécologue. Donc, juste ce chiffre-là comparé aux autres ben, nous dit qu'il y a quelque chose à faire. Alors, quand est-ce que ça s'est précisé? Les premières, quand on a commencé à faire vraiment cette liaison HPV cancer du col, c'était dans les années 90. Dans les années 80, on pensait que c'était l'herpès, mais on l'a vite éliminé, ce n'était pas l'herpès. Puis, quand on s'est rendu compte de la prévalence énorme de la candilomatose anogénitale, buccale, etc., et des autres cancers associés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de la population mondiale a été et ou sera en contact avec le HPV. Hommes, femmes, ce que vous voulez. Première infection sexuellement transmissible dans le monde. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que 70% des lésions vont disparaître spontanément en un an et 90% des lésions vont disparaître dans les 2 ans suivant l'infection. Alors, le problème, c'est que lesquelles vont disparaître, lesquelles ne vont pas disparaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 3 femmes sur 10 000 qui vont avoir un HPV ou lésion HPV vont développer un cancer. Ça, c'est des chiffres qu'il faut retenir parce que c'est ce qui se fait dans la vraie vie et c'est ce qu'il faut dire aux gens, et notamment aux adolescents. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution? Je vous avais dit, en 1980, on a commencé à penser au HPV. En 1990, on a eu la preuve que c'était le HPV. On a commencé à vérifier les génotypes et à démontrer leur implication. Et puis, le premier essai clinique a été rendu public en 2000 et c'était un vaccin monovalent. C'était le 16. Il n'y avait pas de 18, ni de 6, ni de 11. Et on avait l'étude avait été réalisée sur 2400 femmes environ. Et ils avaient pris ils avaient eu la bonne idée de faire un typage HPV à toutes ces femmes avant de démarrer le vaccin. C'est-à-dire qu'on était sûr que ces femmes n'étaient pas en contact avec le vaccin pour démarrer l'étude. C'est une étude qui a duré juste 17 mois, ce n'est pas beaucoup, mais c'est une première étude. Et c'était un vaccin monovalent pour le 16, et sur les 2300 femmes qui ont été vaccinées, aucune n'a eu d'HPV persistant. Elles l'ont contracté sur les 17 mois, mais elles s'en sont toutes débarrassées. Aucune n'avait de HPV persistant sur les 17 mois de suivi. On avait dit efficacité à 100%, mais il y avait des biais, il y avait des insuffisances épidémiologiques majeures dans cette étude que d'autres études allaient essayer de combler. Alors, par la suite, dans l'historique, lorsque le vaccin a été commercialisé, lorsqu'on a commencé à parler des premiers vaccins, le Cervarix et le Gardasil, on va y revenir, ça a été instauré généralement dans des pays vers les années 2006. Au départ, on a commencé à vacciner les filles parce que c'est les filles qui font les cancers du col, ce n'est pas les hommes. Et on a commencé à les vacciner après 14 ans parce qu'on s'est dit, ben, la vie sexuelle dans les pays où ça a été instauré, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Grande-Bretagne, etc., on s'est dit, ben, on va les vacciner après 14 ans et ça va être 3 doses.
Puis, on s'est rendu très vite compte que avant 14 ans, la réponse immunitaire était plus importante. Donc, tous les pays qui ont instauré après 14 ans sont revenus avant 14 ans. Il n'y a pas que la réponse immunitaire qui est plus importante. Il y a aussi le fait que lorsqu'on vaccine une fille avant 14 ans, on est sûr qu'elle n'aura pas de relations sexuelles infectantes avant d'avoir reçu son vaccin. En 2014, on a commencé à vacciner de 11 ans à 14 ans, 2 doses au lieu de 3, parce qu'on s'est rendu compte que 2 doses, ça donnait une réponse immunitaire aussi bonne que 3 doses. Et après, en 2016, on a commencé à vacciner les garçons, parce que ça fait partie, c'est les 50% de la population, 50% des 80% qui vont être en contact avec le HPV. Et puis, en 2017, les nouvelles recommandations sont arrivées, on va y reparler avec plus de détails. Vacciner à partir de quel âge? On a parlé du 11-14 ans. Il y a des recommandations qui parlent du vaccin à 9 ans. C'est discutable. L'efficacité doit être est majeure lorsque l'injection est faite, l'administration est réalisée avant la première relation sexuelle. Et il faut se rendre compte que 60% des infections HPV sont faites au cours des 5 premières années de la vie sexuelle. Et ça, on en avait déjà parlé, la population, les 80% et voilà. Alors, on commençait à vacciner uniquement les filles, mais on s'est très vite rendu compte que ça valait pas la peine c'était pas suffisant de vacciner uniquement les filles parce que la contamination se faisait et continue à se faire par les garçons. Et il ne faut pas oublier également qu'un tiers des cancers liés aux HPV surviennent chez les hommes et non pas chez les femmes. Donc, il faut aussi les protéger, ces adolescents. Et le problème des hommes également, c'est qu'il n'y a pas de frottis. Chez la femme, on a un frottis, on dépiste les choses. Ben, chez les hommes, il n'y a pas de frottis. On ne peut pas faire de typage viral chez un homme, de façon usuelle. Et les pratiques sexuelles changent tellement qu'on ne peut pas suivre la cadence. Par la suite, ça c'est une diapo que j'ai empruntée au programme anglais de Grande-Bretagne de vaccination sur les non-vaccinés, sur la contamination, sur la femme vaccinée qu'on interrompt plus ou moins, enfin on interrompt de façon certaine la chaîne de transmission, que ce soit de homme-femme, homme-homme, etc. Alors, par rapport à l'efficacité, dans les premières années, c'était uniquement des données de laboratoire. Dans les années 2006-2004, on n'avait pas beaucoup de données de cohorte. Par la suite, les vraies données sont apparues vers les années 2008-2010 avec des essais de Cochrane, etc. Sur l'efficacité. Alors l'efficacité, les 2 premières études majeures, c'était sur le Lancet en 2007-2010. Efficacité de 98-99% sur les CIN2 et 3. Je vous rappelle qu'il faut passer par un stade de CIN2, CIN3 avant de faire un cancer du col. En traitant, on ne fait plus d'hystérectomie pour les CIN2 et 3 maintenant. On fait des conisations en hôpital de jour, c'est banal, et ça évite un cancer du col. Ces études qui ont été faites sur 3 ans maintenant sont beaucoup plus longues, et on avait utilisé que les 2 premiers vaccins, le Cervarix et le Gardasil 4, et actuellement, il y a un autre vaccin dont on va reparler dans 2-3 minutes. Et ce qui avait été intéressant dans ces 2 études, ils avaient calculé l'équivalent du number to treat, c'est le nombre de gens à traiter pour éviter une maladie. C'était le nombre de jeunes filles à vacciner pour éviter un cancer du col, 126, pour éviter un cancer anogénital, 99, pour éviter toute lésion HPV, 4 filles étaient suffisantes à vacciner. Également, cette diapositive qui montre le risque relatif, la diminution du risque relatif en fonction du taux de couverture vaccinale, qui était plus important après 80%, et également l'effondrement drastique de la prévalence des infections HPV sur le 6, le 11, le 16 et le 18. Ça, c'est le premier vaccin Gardasil. Donc, on a une diminution drastique, alors que les autres, où il n'y avait pas de vaccination, ben, la prévalence était quasiment identique. Là également, ça c'était en Angleterre, pour le 16 et le 18, chez les filles qui avaient entre 16 et 18 ans, également une diminution drastique de la prévalence de l'infection HPV suite à cette vaccination. Toujours dans le cadre de l'efficacité,
Ça, c'était aux États-Unis, dans les hauts grades, uniquement les hauts grades. Je rappelle les hauts grades avant le carcinome invasif. Diminution drastique, ça c'est l'année de naissance, c'est pas l'année de vaccination, il n'y avait pas de vaccin dans ces années-là, c'est selon l'année de naissance, et on voit également la diminution drastique des dysplasies de haut grade du col après vaccination. D'autres courbes également, le CIN2, CIN3, toujours selon l'année de naissance, diminution drastique, vraiment très significative des hauts grades, selon des cohortes, par âge de naissance et par couverture vaccinale. Alors, Cochrane, en 2018, 26 essais cliniques. Alors, ce chiffre-là est vraiment à retenir. Réduction des CIN2 liée aux génotypes vaccinaux. C'est-à-dire que lorsqu'on avait vacciné le 16 et le 18, ben les lésions, on réduisait les lésions liées au 16 et au 18 de 164 sur 10 000 à 2 sur 10. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Je vous rappelle que c'est Cochrane, ce n'est pas une étude individuelle. Alors, quel vaccin? Les premiers vaccins, c'était le Cervarix, c'était le 16, le 18, commercialisé dans les années 2006, en même temps que le Gardasil 4, qui couvrait le 6, le 11, ça c'est les condylomes, et le 16 et le 18, ça c'est les cancers du col, 80% des cancers du col. Puis en 2018, août 2018, il y a eu le Gardasil 9 qui, lui, va couvrir les condylomes bénins, le 6 et le 11, et tous ces génotypes également, donc 80% des cancers du col et les autres qui font les autres 20% du cancer du col. Le seul problème avec ces vaccins, c'est qu'il y a 11 HPV oncogènes. Vous allez me dire, ben, on a déjà couvert quelque chose comme 98%, mais il reste encore les autres qui ne sont pas compris dans les vaccins actuellement commercialisés. Alors, quand vacciner, ben, c'est les recommandations. J'ai pris les recommandations des pays qui ont commencé en 2006. Je rappelle qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils ont dépassé de plus de 85% la couverture vaccinale. La Grande-Bretagne également. Le Canada est en cours. Les États-Unis sont un peu loin. Alors, ce qu'on demande actuellement, c'est par exemple, le CDC d'Atlanta, c'est de vacciner et les filles et les garçons de 11 à 12 ans à 2 doses, M6, M0, M6, et on peut dépasser M6 jusqu'à M12. Donc, si on donne jusqu'à un an après la première dose, ce n'est pas un problème. Possible dès 9 ans, ça c'est les États-Unis, et en France, c'est les recommandations de 2019, décembre, les filles et les garçons de 11 à 14 ans, 2 doses, et après 15 ans, parce que la réponse immunitaire est moindre, c'est 3 doses, M0, M2 et M6. Santé Canada, Australie et Grande-Bretagne, les mêmes choses, filles et garçons de 9 à 14 ans, 2 doses, après 15 ans, 3 doses. Pour les immunodéprimés, c'est 3 doses, mais il n'y a pas de niveau de preuve assez élevé pour en faire une recommandation. La durée d'action, on n'a pas assez de recul. 20 ans dans la vie d'un vaccin, ce n'est pas énorme. On est sûr qu'à 11 ans, ça marche toujours. On est sûr qu'un mois après la deuxième dose, ça marche. L'immunité est acquise 1 mois après la deuxième dose. Alors ça, c'est des choses à suivre sur les données de 20 ans, 30 ans, etc., pour savoir s'il faut donner un booster, un rappel ou pas. Ce qui vous intéresse, vous les pédiatres, est-ce qu'on peut donner un vaccin HPV avec les autres vaccins? Oui. Hépatite B, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, il n'y a pas de problème, on peut les associer, ça ne diminue pas la réponse immunitaire, il n'y a pas d'interférence à ce niveau-là. Les effets secondaires, on va y passer, mais il n'y a pas de... J'insiste vraiment parce que j'ai relu vraiment toutes les... Maintenant, on a des suivis sur les 60 millions de personnes vaccinées, 250 millions de doses données. Le plus important, c'est ces réactions au niveau des points d'injection. Les autres, il n'y a pas de causalité réelle et retrouvée et prouvée. On parle d'un syndrome de Guillain-Barré pour 1 million de doses données, administrées.
Alors ça, c'est vraiment, je veux juste m'arrêter là, puis dans une minute j'ai fini. Ça, c'est l'évolution du cancer du col, globalement. Nous, on est quelque part par là. Hein. On n'a pas de dépistage, donc on voit que l'évolution diminue juste par le dépistage. Le vaccin a été introduit là. En Australie, ils sont à 6 pour 100 000 et ils pensent arriver à 4 pour 100 000. Une fois qu'on est à 4 pour 100 000, ça fait partir des cancers rares. Au Maroc, ce n'est pas un cancer rare, on est à environ à 25 pour 100 000. Alors, en conclusion, c'est un vaccin efficace, mais il n'exclut pas le dépistage. Ce n'est pas parce qu'on vaccine une jeune fille ou un jeune homme qu'il faut arrêter de faire le dépistage du frottis. Il faut couvrir 80% de la population pour que ce soit réellement efficace. Vacciner avant la première relation sexuelle, parce qu'après, ben, c'est trop tard. Il ne guérit pas les lésions préexistantes, et il n'y a pas de réaction croisée. Le 16 ne couvre pas le 18 ne couvre pas le 16. Il faut vacciner et les garçons et les filles. Longue discussion, est-ce qu'au Maroc, il faut vacciner ou il faut dépister? Moi, personnellement, je pense qu'il faut dépister parce que le vaccin, ça va coûter des milliards de dirhams et ça ne va pas se faire avant Mathusalem. Et la question qui va se poser dans les prochaines années, est-ce que l'HPV non oncogène, je cite le vin comme exemple, est-ce que le vin, dans 15 ans, dans 30 ans, ne va pas devenir oncogène alors qu'il ne l'était pas? La deuxième question très importante, est-ce que la durée d'efficacité du vaccin va dépasser le 15 ans ou est-ce que ça va être comme la rubéole à long terme? Et quand est-ce qu'on va avoir un vaccin qui va couvrir les 15 HPV oncogènes? On ne sait pas et on va le voir sur les prochaines années. Je vous remercie.